Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée de ne pas parler italien, sinon peut-être une prochaine fois je ferai ma conférence en italien. Je vais m'y appliquer. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aborder la question de la résilience. Alors tout le monde a entendu parler de résilience. Je vais reprendre quelques éléments du modèle, du paradigme de la résilience et également comment on peut l'appliquer dans les pratiques cliniques quand on est psychologue ou d'autres métiers aussi qui sont proches de la psychologie, pas seulement les psychiatres, mais aussi, je pense à des éducateurs, des travailleurs sociaux, etc., qui peuvent aussi s'emparer du paradigme de la résilience dans leur pratique au quotidien. Alors peut-être quelques éléments. Alors d'abord, qu'est-ce que la résilience peut-être pour introduire le propos, on peut rappeler que la résilience, c'est un terme qui qualifie des personnes qui surmontent soit des situations de grande adversité, soit des épreuves traumatiques. Alors parfois, les deux sont présentes dans la trajectoire de vie d'un même individu. Alors que peut-on retenir? Je vous propose, alors il existe de multiples définitions de la résilience. Je vous propose d'en retenir deux pour évoquer deux domaines dans lesquels on peut appliquer ce modèle de la résilience. Tout d'abord, la première définition consiste à dire, bien finalement, la résilience est d'abord un processus d'adaptation psychique et sociale, malgré un contexte de vie très défavorable. Donc les personnes vont s'adapter malgré un contexte de vie très défavorable. Je vais développer un petit peu plus dans quelques instants. L'autre définition consiste à dire, finalement, la résilience correspond à la reprise d'un nouveau développement après un événement qui a pu être traumatique, après une épreuve traumatique, un événement traumatique. Et effectivement, on peut dire qu'il y a actuellement deux grands domaines qui peuvent être concernés par le modèle de la résilience, par l'approche de la résilience. Le premier consiste à parler de résilience pour des personnes qui vont arriver à se développer, sous-entendu se développer sans problème particulier, malgré un contexte dit à risque. Et le deuxième domaine consiste à appliquer le modèle de la résilience auprès de personnes qui vont avoir comme particularité de surmonter un événement traumatique à un moment donné de leur parcours de vie, même si jusque-là, ils n'avaient pas rencontré de difficultés particulières. Alors, si on développe un petit peu ces deux domaines, donc le premier domaine qui concerne donc des personnes qui vont se développer dans des contextes dits défavorables, sous-entendu défavorables par rapport à leur développement optimal. Donc ces sujets vont être confrontés à ce que l'on appelle aussi parfois une adversité chronique, c'est-à-dire un caractère défavorable qui s'installe dans la durée, ou qui s'est installé dans la durée. Alors, des fois, ce sont des événements tels que des contextes de guerre. Malheureusement, on a beaucoup d'exemples encore actuellement sur ce point de vue. Ça peut être aussi des situations de précarité sociale, de grande précarité sociale. Les situations d'adversité chronique peuvent aussi concerner des situations de maltraitance ou encore une maladie chronique qui s'installe aussi dans la durée et également les situations de handicap qui, bien entendu, ont aussi un caractère durable, pérenne. Alors, si on prend le deuxième domaine, puisque historiquement, c'est le premier domaine qui a d'abord été l'objet de travaux sur la résilience. Le deuxième domaine est venu un peu plus tard, mais maintenant il est très largement installé, très largement évoqué. C'est l'application du modèle de la résilience pour qualifier des sujets qui se reconstruisent après un événement traumatique qui arrive dans leur vie, à la suite, par exemple, d'un accident, d'une agression, d'une catastrophe qui peut être une catastrophe naturelle ou une catastrophe humaine. Ça peut être aussi à la suite de la perte traumatique d'un être cher, ou encore l'annonce d'une maladie grave, importante, qui peut avoir une valeur traumatique. Et là, la différence entre les deux domaines, c'est que dans un cas, on a des personnes qui sont confrontées à une adversité chronique dans une grande durée. Dans l'autre cas, ça peut être plus ponctuel, mais les deux, évidemment, peuvent parfois se rencontrer. Alors, lorsqu'on parle il est habituel maintenant de parler de surmonter un traumatisme
pour évoquer la résilience, ou en tout cas des personnes réputées résilientes. Alors la question, c'est que signifie finalement surmonter un traumatisme? Alors on peut avoir, alors je l'ai laissé sous forme de question parce que la réponse peut permettre, enfin peut donner lieu à des discussions. Alors est-ce que c'est ne pas présenter de troubles psychopathologiques et ou comportementaux? Donc, autrement dit, un individu serait résilient s'il ne présente pas de troubles psychopathologiques et ou comportementaux, sous-entendus à la suite d'une situation traumatique, malgré une situation traumatique ou malgré une adversité. Mais bon, alors on peut penser qu'il s'agit plutôt de ne pas présenter de troubles psychopathologiques et ou comportementaux sévères, parce que tout un chacun peut rencontrer à un moment donné un certain nombre de troubles. Tout dépendra du degré de ces troubles. Et autre élément qui est souvent associé à cette idée de surmonter un traumatisme, est-ce qu'il s'agit de transformer en richesse intérieure les effets délétères d'un traumatisme? Ce qui fait que bien souvent, en tout cas un certain nombre de personnes réputées résilientes ou qui se disent parfois elles-mêmes résilientes, disent « mais ça m'a rendu plus fort ». Mais je dois quand même dire que toutes les personnes réputées résilientes n'adhèrent pas à cette deuxième idée, ne considèrent pas forcément que ça les a forcément rendus plus forts. Ça les a rendus peut-être différents et ils se sont adaptés à des situations diverses. Alors, tout ça pour évoquer une question qui est assez récurrente depuis quelques années, puisque le paradigme de la résilience a maintenant plus de 50 ans. Hein, c'est quand même assez ancien, donc il y a eu un certain nombre d'avancées dans la recherche autour de ce paradigme de la résilience. Et l'une des questions à laquelle on se confronte bien souvent quand on travaille là-dessus, c'est quels sont finalement les critères pouvant attester de la résilience. Alors, finalement, on retient essentiellement deux types de critères. Habituellement, c'est d'une part, comme je l'ai dit précédemment, l'absence de symptômes psychopathologiques, c'est-à-dire pas de troubles psychologiques ou psychiatriques ou comportementaux sévères, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le deuxième élément, le deuxième critère qui est souvent associé de fait, et les psychologues ne l'évoquent pas forcément d'emblée, mais finalement il est toujours un peu sous-entendu dans les approches, c'est l'idée d'une insertion sociale ou d'une réinsertion sociale, soit malgré le contexte délétère, soit après une situation traumatique. Donc les deux aspects, même si on pourrait se dire qu'est-ce que finalement l'insertion sociale ou la réinsertion sociale. Alors, autre élément que je voulais aussi partager avec vous, c'est le fait qu'actuellement, lorsqu'on essaye de comprendre ce qu'est finalement ce phénomène de résilience du point de vue théorique, eh bien, on peut faire référence à plusieurs champs théoriques et on peut dire que finalement la résilience se trouve à la croisée de plusieurs champs théoriques. Alors on peut citer évidemment, peut-être évidemment en tout cas pour moi, c'est une approche psychodynamique, j'en dirai deux mots tout à l'heure. On peut aussi faire référence à l'approche attachmentiste, puisque certains critères des attachmentistes vont aussi pouvoir éclairer le phénomène de résilience. Également la psychopathologie développementale, qui est tout un champ de recherche, notamment très important, j'allais dire, chez les Nord-Américains et Anglo-Saxons, en Grande-Bretagne également, bien entendu. Et également, on fait référence maintenant, d'une manière directe ou indirecte, à une approche de type systémique, voire écosystémique, pour essayer de comprendre ce phénomène de résilience et dire que finalement, on peut avoir plusieurs entrées possibles. Alors, je n'ai pas ici le temps de développer tous ces différents aspects, donc je vais en présenter juste quelques-uns, et notamment, je vais présenter d'abord ce que l'on entend par comment on peut comprendre le phénomène de résilience du point de vue, dans une approche d'inspiration psychodynamique. Et on peut considérer, alors là, cette fois-ci, on va se centrer sur ce qui se passe chez le sujet, du point de vue notamment intrapsychique, et on peut repérer deux temps forts de ce processus. Alors le premier, c'est la rencontre avec la situation traumatique. Et lorsque le sujet va être confronté à une situation traumatique, il y a un risque d'effraction psychique. Ça, c'est très, j'allais dire, freudien, classique. Et cette première étape, cette première phase va être celle de la résistance-protection. J'ai mis les deux associés, ces deux mots associés, parce qu'il y a à la fois résistance à l'effraction psychique et protection concernant les effets délétères éventuels à la suite de cette effraction psychique.
Comment va se procéder, si je puis dire, le sujet, évidemment de manière tout à fait inconsciente? Il va mettre en place un certain nombre de mécanismes de défense pour essayer de se protéger de cette situation qui l'agresse. On peut aussi évoquer, en utilisant des termes un petit peu différents des termes freudiens classiques, des mécanismes salvateurs qui vont lui permettre d'être dans une situation qui va au-delà de la survie. Mais bon. Donc, dans cette première étape, le sujet peut faire appel à des mécanismes tels que le déni, le clivage, le refuge dans l'imaginaire, dans une bulle imaginaire, ou encore utiliser l'humour. Si j'avais le temps, je vous en parlerais davantage, mais j'ai écrit tout un livre là-dessus. Je vous invite à vous y référer si ça vous intéresse. Mais ce que l'on peut dire donc, de cette première phase, il s'agit pour le sujet finalement de se protéger des risques d'effondrement psychique dus à la situation traumatique et à lutter coûte que coûte contre l'angoisse, y compris parfois par le déni qui peut au moins être une défense transitoire. Mais là, on est dans une première phase. Si on s'arrête là, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un sujet résilient. Il y aura résilience lorsque la personne va pouvoir passer à cette seconde étape qui concerne cette fois-ci une phase d'élaboration et de reconstruction psychique avant tout, avec des mécanismes de défense plus adaptés à long terme que ceux que j'ai cités précédemment, où on peut aussi parler de mécanismes salutogènes qui vont être mis en place par le sujet pour pouvoir véritablement se reconstruire après cette situation traumatique. Alors, exemple, l'intellectualisation, la sublimation, mais aussi toute forme de créativité ou encore de l'humour, puisqu'on peut trouver l'humour à ces deux étapes. Ce ne sera peut-être pas toujours le même, d'ailleurs. On peut dire que dans cette seconde étape, qui est une étape fondamentale pour vraiment que l'on puisse parler de résilience, eh bien, le sujet va faire un travail de mentalisation et de quête de sens qui va lui permettre de rendre l'événement qui était traumatique, représentable, communicable pour lui et éventuellement pour les autres. Et cette étape est importante puisqu'elle va lui permettre de donner du sens à ce qui s'est passé et lui permettre de l'inscrire dans son histoire de vie. C'est véritablement là que l'on a peut-être aussi une réponse à la question que j'évoquais tout à l'heure sur surmonter un traumatisme. Surmonter un traumatisme suppose de passer par cette étape-là. Alors, on peut aussi, peut-être quelques remarques au passage, ou quelques rappels, je suppose, pour la plupart d'entre vous, c'est que la réaction, effectivement, à une situation traumatique, qu'il s'agisse d'une situation d'adversité chronique ou qu'il s'agisse d'un événement marquant traumatique, dépendra non seulement des ressources du sujet, et je viens d'évoquer les aspects notamment intrapsychiques, mais aussi, et c'est un élément important, des étayages que cette personne va pouvoir trouver dans son entourage, dans l'environnement familial, affectif, social qui est le sien. Et c'est un élément important. On peut dire que ce que l'on retient concernant les explications du processus de résilience actuellement, c'est l'idée d'un maillage, la résilience résulte ou résulterait d'un maillage d'interrelations complexes entre des facteurs de risque et des facteurs de protection auxquels tout sujet peut être soumis, et peut-être encore plus lorsqu'il y a des événements traumatiques qui apparaissent dans la trajectoire de vie. Et on pourra parler de résilience lorsque les facteurs protecteurs vont arriver à atténuer suffisamment ou à réduire suffisamment les facteurs de risque, en tout cas les effets délétères des facteurs de risque. Donc c'est bien cet équilibre avec les facteurs de protection qui prennent le dessus qui pourra permettre effectivement d'expliquer la trajectoire de résilience. Pour le dire un peu autrement, on dit souvent, en tout cas je dis souvent, on n'est pas résilient tout seul. On n'est pas résilient tout seul. En fait, le processus de résilience est un processus multifactoriel qui s'étaye sur 3 types de ressources, 3 piliers de ressources qui sont des ressources concernant l'individu, et je viens d'évoquer brièvement justement ce qui pouvait se passer au niveau intrapsychique, mais on pourrait rajouter d'autres éléments, ce que je vais faire à l'instant. Donc les ressources de l'individu, mais aussi les ressources familiales ou affectives, parce que ce n'est pas forcément la famille, ça peut être aussi des ressources de la famille que l'on se construit, ce n'est pas forcément la famille d'où on vient. Et le 3e pilier,
qui peut aussi être un élément d'étayage, de soutien, qui peut expliquer ou étayer la résilience, ce sont les ressources socio-environnementales. Alors on peut dire on peut évoquer, alors certains disent ce sont des ressources résilientes. Moi je préfère parler de ressources protectrices parce que ce sont des ressources qui peuvent être aussi mobilisées même lorsqu'on ne parle pas de résilience. Mais bon, peu importe. On peut dire donc que les ressources et les compétences propres du sujet vont finalement être associées à celles de son entourage, qu'il s'agisse d'un entourage familial, affectif et social, pour pouvoir aboutir à un processus de résilience lorsque toutes ces conditions sont effectivement réunies. Alors, quelques exemples d'aspects protecteurs, de facteurs protecteurs individuels, autrement dit, de facteurs protecteurs qui peuvent faciliter le processus de résilience, c'est par exemple du côté des compétences relationnelles. Alors, je ne reprends pas les mécanismes de défense que j'ai évoqués tout à l'heure, mais je vais évoquer peut-être d'autres éléments complémentaires tels que la sociabilité, les capacités d'empathie, l'extraversion qui va aussi faciliter ce processus parce que ce sera plus facile de pouvoir s'exprimer et trouver des aides, des aptitudes cognitives, sous-entendu de suffisantes aptitudes cognitives, la créativité, l'humour que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, et aussi un autre élément pour évoquer l'approche attachementiste, ce sont aussi les attachements de type sécure qui facilitent le processus de résilience. Je fais quand même une petite remarque au passage, les attachements insécures n'empêchent pas totalement la résilience si d'autres facteurs protecteurs sont présents. Mais un attachement sécure dans l'enfance va faciliter le processus chez les sujets. Quelques éléments, quelques exemples de facteurs protecteurs du côté familial. Eh bien, ce sont toutes les attitudes, alors je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails ici, familiales que je qualifierais d'empathiques, tous les types de soutien, de solidarité, une bonne écoute aussi, ou des capacités d'écoute par rapport aux sujets en détresse. Et pour un enfant, par exemple, d'autres éléments que l'on peut rajouter comme exemple de facteurs protecteurs familiaux, c'est le fait d'avoir pu bénéficier d'une éducation appropriée et dans le respect de ses besoins spécifiques. Chaque sujet a des besoins spécifiques, par exemple avec un cadre structurant familial, une souplesse éducative et un accompagnement qui favorise l'autonomie. Alors, quelques éléments maintenant quelques exemples concernant les facteurs protecteurs dans le domaine plus social, social et culturel. Eh bien, toute forme de soutien issus ou venant des réseaux sociaux, qu'il s'agisse de réseaux sociaux formels ou informels, tels que ceux des amis, des collègues, du contexte scolaire, des voisins, des associations, de la communauté d'appartenance, quelles que soient ces communautés, ou encore des structures de soins. Et peut-être un petit mot pour évoquer aussi les tuteurs de résilience, qui sont des personnes qui peuvent être issus du milieu social environnemental ou éventuellement de la sphère affective, mais qui sont des personnes marquantes qui peuvent accompagner plus particulièrement les sujets dans le parcours de résilience. Alors, on peut dire que, juste pour préciser, j'ai évoqué donc ces trois piliers, ces trois domaines, peut-être rappeler que chacun de ces trois domaines, individuel, familial, social, peut contribuer au processus de résilience avec un rôle plus ou moins important. Ce ne sont pas forcément évidemment égalité. Parfois, ce sont essentiellement les ressources individuelles ou l'entourage social ou l'entourage familial qui peuvent être prépondérantes. Selon tout cela, selon les circonstances, la situation traumatique, le contexte des personnes, eh bien, c'est l'un ou l'autre de ces domaines qui peut être éventuellement un peu plus important que l'autre et qui va aussi permettre au sujet de trouver le parcours ou son propre parcours de résilience. Quelques mots encore sur la question que l'on peut se poser, c'est quel est l'intérêt ou quels sont les intérêts finalement du paradigme de la résilience. Alors moi j'en vois deux que je vais essayer de rappeler brièvement. Alors celui que j'ai déjà commencé largement à évoquer, c'est évidemment la résilience en tant que modèle d'analyse de situation que l'on peut observer dans des situations dites naturelles ou spontanées. Et le deuxième, c'est celui, je vais passer un peu vite, des applications pratiques.
Alors, autrement dit, juste brièvement, pour rappeler, en tant que modèle d'analyse, effectivement, ce modèle d'analyse nous permet de comprendre ce qui se passe chez des sujets qui se trouvent en situation dite de résilience, mais de manière, entre guillemets, naturelle ou spontanée, sans qu'il y ait intervention, autrement dit, de spécialistes. Et on va donc on peut donc utiliser le paradigme de la résilience pour comprendre ces phénomènes-là. Le deuxième domaine que je vais un peu plus développer concerne cette fois-ci les applications dans les pratiques cliniques. Alors je vais commencer par, on peut repérer 3 types d'applications, enfin 3 domaines d'application. Le premier concerne des dispositifs que je qualifierais de psychosocio-éducatifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent être d'ailleurs parfois mis en place par un groupe de personnes, ce sont parfois des interventions pluridisciplinaires. Et on va avoir un certain nombre d'applications du modèle auprès d'individus ou de familles qui sont en situation de souffrance, de vulnérabilité, qui n'ont peut-être pas trouvé le chemin spontanément à ce moment-là vers la résilience, mais l'idée c'est de pouvoir les accompagner, par exemple dans des situations, encore une fois, de violence, de maltraitance, d'addiction aussi, ou encore des situations de grande précarité. Autre exemple d'application dans les pratiques, ce sont des dispositifs, là cette fois-ci plus ouvertement thérapeutiques. Autrement dit, il s'agit là cette fois-ci d'appliquer plus directement le modèle de la résilience dans les pratiques cliniques, notamment par les psychologues, psychiatres et éventuellement d'autres intervenants. Et là, lorsqu'il y a mise en place d'une thérapie qui fait référence parfois explicitement à la résilience, certains se contentent de dire c'est un accompagnement vers la résilience. L'idée, c'est d'aider les sujets en détresse à trouver leur propre chemin de résilience. Donc l'idée d'ailleurs d'utiliser le terme d'accompagnement, moi, me plaît assez bien. Et le troisième domaine que j'évoque, mais que je ne vais pas développer plus ici, concerne cette fois-ci l'utilisation du paradigme de la résilience dans les dispositifs destinés à promouvoir la résilience. Autrement dit, en mettant en place plutôt des programmes de prévention destinés à des populations potentiellement à risque. Donc on est bien dans l'idée de prévention. Alors, il y aurait beaucoup de discussions éventuellement à avoir de ce côté-là. Mais l'idée, donc, c'est ici de stimuler des ressources potentiellement résilientes, de renforcer des compétences de résilience auprès de populations, d'enfants, d'adultes ou même de familles. Alors, que peut-on dire à propos donc, de ce modèle de la résilience dans les applications en pratique clinique? Eh bien, c'est qu'il nous amène et nous conduit finalement à changer de perspective dans nos implications cliniques. C'est un changement de perspective. Et je voulais, par rapport à cela, rappeler 2 grands domaines. C'est vrai que dans une approche psychopathologique traditionnelle, j'ai présenté ça de manière schématique, j'espère que vous me pardonnerez, mais l'idée c'était de reprendre les grands éléments. On peut dire que l'approche psychopathologique traditionnelle est plutôt, pour les psychologues, les psychiatres, est plutôt centrée sur les symptômes, les problèmes du sujet. Le traumatisme a tendance à être conçu comme prédicteur de pathologie, peut-être avant tout. Le traitement lui-même est surtout basé sur l'expertise et les compétences des professionnels qui seront évidemment mises à contribution. Et quant à l'entourage du sujet, sujet dit en détresse, eh bien souvent il est non pris en compte ou éventuellement même perçu comme une entrave à la prise en charge. Et parfois, d'ailleurs, certaines thérapies supposent d'éloigner le sujet de sa famille ou de son entourage, etc. Mais comme vous le savez, évidemment, je ne parle pas ici des approches de type systémique qui font, j'allais dire, tout le contraire. Alors, en revanche, si je compare donc une approche en référence à la résilience, eh bien, cette approche va être davantage centrée sur les possibilités, les ressources, les compétences du sujet et de son entourage. Le traumatisme va être conçu comme effectivement pouvant affaiblir le sujet, mais aussi éventuellement apporter des aspects positifs ou renforcer certaines compétences. Le traitement va être basé surtout sur
l'identification de ressources, de capacités du sujet et de son entourage, familial, social, affectif. Et quant à l'entourage, l'entourage va être davantage perçu, l'entourage du sujet en détresse va être davantage perçu à partir de ses atouts, de ses compétences, de ses soutiens, même si évidemment l'entourage n'est pas fait que de soutien. Mais j'aurai le temps, j'espère, de vous en dire un petit peu plus. Donc on peut dire que l'originalité de l'approche de la résilience, peut-être par rapport à des pratiques plus anciennes ou plus classiques, consiste à se centrer sur les aspects que l'on peut qualifier de salvateurs et salutogènes, autrement dit les ressources et le fonctionnement du sujet qui lui permettent d'avancer dans la vie et de faire face aux situations, mais aussi des ressources, des aspects salvateurs et salutogènes de l'entourage affectif et social qui est allé parfois chercher un petit peu tout ça. Mais n'oublions pas qu'il ne s'agit pas pour autant d'oublier les aspects pathogènes. En aucun cas, la résilience ne consiste à s'intéresser uniquement à ce qui va bien. Ça, c'est une caricature de la résilience. Bien entendu que l'on prend en compte des aspects pathogènes. Mais l'idée, c'est au-delà des aspects pathogènes de voir aussi les compétences et les ressources qui sont là. Alors, on peut, autrement dit, si j'ai essayé de modéliser ici un petit peu rapidement le type ou un cadre global d'accompagnement de la résilience, alors là aussi un peu en deux temps. La première phase consiste finalement à faire une sorte de diagnostic de la situation, d'identifier d'une part les sources de vulnérabilité, qu'évidemment il ne faut pas oublier, mais aussi les ressources qui fonctionnent et les éventuelles potentialités qui pourraient être l'objet justement d'interventions, qui pourraient être développées. Et la deuxième phase consistera finalement à proposer des accompagnements ad hoc, spécifiques pour chaque situation, et non pas proposer un modèle qui serait plaqué et valable pour tout le monde, parce que, encore une fois, il n'y a pas une forme de résilience, mais des formes de résilience, cette fois toujours singulières, spécifiques. Alors, quelques exemples pour être un petit peu plus concrètes concernant l'exploration de la situation du sujet lui-même. Alors déjà, l'exploration centrée sur le sujet consiste d'une part à repérer, identifier les sources de vulnérabilité qui sont les siennes, les facteurs de risque personnels ou sociaux dans lesquels il se trouve, les blocages éventuels tels que les sentiments de culpabilité, de honte, qui sont souvent des entraves au processus de résilience et qu'il faut parfois pouvoir mettre en travail. Donc les sources de vulnérabilité, mais aussi donc les ressources qui sont actives, les mécanismes défensifs qui apparaissent adaptés aux situations, les aptitudes cognitives, les aptitudes sociales, les soutiens affectifs, et également, mais tout ce qui fonctionne donc dans ce deuxième temps. Et le troisième domaine, ce sont les potentialités qui pourraient être à développer, la créativité, l'humour et d'autres ressources, liens éventuellement affectifs et sociaux qui peuvent être parfois un petit peu revivifiés, si je peux dire ça comme ça. Alors du côté de l'exploration de l'entourage, puisqu'évidemment on va en revoir les trois domaines, eh bien, on peut aller voir du côté de l'entourage affectif quels sont les soutiens dans la famille, y compris lorsque la famille est maltraitante. On peut trouver, et pour l'avoir pratiqué dans ma pratique clinique, on peut trouver des éléments positifs, y compris dans les familles maltraitantes. Ça peut être une des personnes ou dans la périfamille. Bon. Quelles sont aussi donc les ressources, les valeurs, les croyances au sens sociologique du terme, large, de ce contexte familial? Quelles sont les attitudes éducatives, comment tout cela fonctionne? Et du côté de l'entourage social, quels sont les éventuels soutiens extrafamiliaux dont peut bénéficier le sujet et éventuellement des adultes signifiants, comme je le disais tout à l'heure, on retrouve un peu l'idée de tuteur de résilience qui peut se trouver aussi bien du côté des liens affectifs proches que des liens que l'on peut rencontrer dans le domaine social. Alors, pour présenter un petit peu les choses, on peut dire que l'accompagnement, les objectifs d'accompagnement en référence à la résilience ou des psychothérapies qui font référence à la résilience consistent à activer ou à réactiver les ressources existantes, à lever des blocages éventuels qui sont quand même souvent présents, notamment faire un travail sur la culpabilité, la honte qui peut être présent, y compris, comme vous le savez bien sûr, chez les victimes, et
travailler sur le sens, c'est-à-dire d'aider le sujet à pouvoir se réapproprier son histoire, à trouver du sens à ce qui s'est passé, le sens qu'il va lui donner à ce qui s'est passé, mais également à avoir un projet ou des projets de vie. On peut donc dire que l'approche de la résilience invite à proposer de nouvelles formes d'aide aux personnes en détresse par rapport à celles que l'on évoquait peut-être plus traditionnellement, même si, encore une fois, maintenant, on pratique l'approche de la résilience dans beaucoup de domaines. Alors, on peut dire que la résilience est favorisée par des ancrages affectifs auxquels le sujet pourra se référer, par l'insertion dans un réseau social, au-delà de la famille. Elle peut être aussi favorisée par une attitude envers la vie que l'on peut qualifier de pensée optimiste. Il y aura une fin, une suite, je vais pouvoir faire autre chose et ne pas rester uniquement dans le passé à ressasser. Et on peut dire donc que les capacités de mentalisation que j'ai évoquées tout à l'heure sont extrêmement importantes. Pouvoir échanger sur les ressentis et trouver du sens, ce sont des éléments forts, qu'il s'agisse d'un travail fait avec des professionnels ou parfois avec des non-professionnels également. Alors, on peut donc dire que, peut-être quelques mots encore sur la quête de sens, mais je vais peut-être passer un peu plus vite parce que je vois que le temps passe. Bon, l'idée, je voulais simplement insister sur l'importance de donner du sens à l'insensé, qui est un élément important du processus de résilience. Et juste pour préciser, trouver du sens, je l'ai dit tout à l'heure, c'est non seulement trouver du sens à ce qui s'est passé, mais aussi se trouver dans une perspective de vie qui ait du sens également. Et on pourrait faire référence notamment aux travaux des gens anciens, mais qui sont un peu redécouverts depuis quelques années, de Viktor Frankl, qui disait en 1959 « La souffrance cesse d'être souffrance » sitôt que l'on s'en forme une représentation nette et précise. Alors, peut-être que pour arriver vers la fin, quelques précisions et limites concernant cette approche de la résilience, comme tous les paradigmes, il y a des intérêts et peut-être des limites. Alors, déjà, on peut rappeler que la résilience n'est pas absolue. Autrement dit, un sujet peut être résilient dans certains domaines et peut-être moins dans d'autres, et pas forcément dans tous les domaines. Tout dépendra des situations et des personnes ou des moments de vie. Elle n'est pas forcément toujours définitive. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un sujet a pu être résilient par rapport à un événement traumatique, par exemple, qu'il va forcément le rester systématiquement s'il rencontre d'autres événements traumatiques. Parfois, une accumulation d'événements traumatiques met en difficulté cette potentialité de résilience et il peut y avoir des besoins justement d'accompagnement de professionnels dans certains cas. Et autre élément aussi que je voulais souligner, c'est que la résilience n'est pas réservée à finalement des individus qui auraient un caractère un peu exceptionnel dans leur trajectoire ou dans leur force, même si on a des exemples effectivement de trajectoires tout à fait spécifiques, exceptionnelles, mais qu'on peut la rencontrer aussi chez des personnes plus ordinaires de la vie. Évidemment, il n'y a rien de péjoratif dans mes propos ici. Donc j'arrive vers ma conclusion, on peut dire que la résilience est un processus singulier et multifactoriel, qu'il est dynamique, évolutif, fluctuant, donc il n'est pas forcément, c'est pas un long fleuve tranquille. Et pour véritablement conclure, on peut dire que l'approche de la résilience invite notamment les professionnels, mais peut-être même la société, à changer de regard sur les personnes ou les familles ou les groupes sociaux même dits vulnérables et à mettre l'accent sur tout ce qui pourrait faciliter ou être ressource positive. Et parfois, il s'agit de braises de résilience qu'il faut parfois aller un peu chercher. Et vraiment, c'est ma dernière diapo, on peut dire que la résilience complète le modèle psychopathologique, elle ne se substitue pas forcément, elle complète ce modèle en associant la prise en compte de caractéristiques pathogènes qui sont évidemment importantes à prendre en compte, avec la prise en compte de caractéristiques, cette fois-ci, que l'on peut qualifier donc de salutogènes. Et ce paradigme, ce modèle, ouvre de nouvelles
perspectives, des perspectives nouvelles dans les domaines de soins et d'accompagnement psycho-socio-éducatif. Voilà, je vous remercie de votre attention.